Le Talk Orange, Le Figaro, question Judith Vintraube, réponse Hervé Morin. Hervé Morin, bonjour. Bonjour Judith Vintraube. Bienvenue au Talk Orange, Le Figaro. 4 questions auxquelles je vais vous demander de répondre par oui ou par non. Bertrand Delanoë a-t-il raison de vouloir réduire encore la circulation à Paris et notamment réduire la circulation des camions pour ensuite l'interdire? Oui. Faut-il inscrire le droit au logement dans la Constitution, comme le propose la ministre Delphine Batho? C'est un gag quand il y a 1 million de logements qui manquent en France et qu'on décourage l'investissement par des mesures fiscales. Êtes-vous d'accord avec l'appel à manifester lancé par Jean-François Copé? Je trouve que ça ferait pas de mal aux socialistes d'appréhender l'état de colère de ceux qui bossent dans le pays. Donc oui. Oui. Nicolas Sarkozy a-t-il eu raison de demander au président du directoire de PSA, Peugeot Citroën, de repousser son plan social après la présidentielle? Mais l'a-t-il fait? À votre avis? Pas sûr. Donc vous pensez que la version de François Fillon n'est pas la bonne? Comme Non, dirait Xavier Bertrand? Je n'en sais rien. Alors la phrase qui continue évidemment à faire l'actualité, c'est celle de Jean-Marc Ayrault, qui laissait penser que le gouvernement socialiste était prêt à revenir sur les 35 heures. Je vous propose d'écouter ce qu'en a dit ce matin Pierre Moscovici. Il n'a jamais été question de rouvrir le débat sur les 35 heures. Les 35 heures sont une grande conquête de la gauche. Par ailleurs, elles ont été désormais assouplies. Et nous sommes parvenus dans la société française à un point d'équilibre. L'équilibre, c'est ni 39, ni 32, c'est 35. Alors, s'il a raison, est-ce que Jean-Marc Ayrault a gaffé ou est-ce qu'il a dévoilé le fond de sa pensée? Je pense qu'il fait preuve surtout d'un immense amateurisme. On parle de Jean-Marc Ayrault. De Jean-Marc Ayrault. Quant à l'avancée sociale des 35 heures, quand finalement ça provoque du chômage et l'affaiblissement du pouvoir d'achat des Français, très franchement, de quelle conquête parle-t-on? En vérité, les socialistes ont réussi à détruire le facteur travail à travers les 35 heures. Je vous rappelle que j'étais le seul durant la pré-campagne présidentielle que j'ai menée à proposer 37 heures de travail par semaine. Alors justement, je regrette oui. d'ailleurs que nous n'ayons pas eu le courage à l'époque de transformer réellement cette loi stupide, générale et absolue. La problématique est différente entre l'industrie fortement manufacturisée, l'industrie manufacturière et des économies de main-d'œuvre. Est-ce qu'on peut revenir justement sur cet épisode, puisque c'est la question qui est rituellement posée aux responsables de la droite? Pourquoi n'avez-vous pas supprimé les 35 heures? Moi, je l'ai proposé. Alors, à cette question, François Fillon, vous l'avez proposé, et François Fillon répond: j'ai essayé 3 fois, Nicolas Sarkozy m'a dit non. Vous étiez au gouvernement à l'époque de la loi sur l'assouplissement des 35 heures. Est-ce que vous avez eu le sentiment d'un débat et de divergence? J'ai jamais entendu François Fillon l'exprimer, mais probablement dans des conversations privées avec le président de la République, ça je n'en sais rien. Ce que je sais, c'est que nous, centristes, l'avons proposé et qu'à l'époque, la majorité s'y est opposée et que le gouvernement s'y est opposé. La majorité unanime. Oui, la majorité UMP, puisque l'UMP avait la majorité à elle toute seule. Je rappelle quand même que Patrick Devedjian, quand il était secrétaire général de l'UMP, avait dit qu'il faut démanteler les 35 heures. Mais écoutez, moi j'ai toujours pensé qu'il fallait sortir de cette règle stupide. Nous sommes le pays en Europe qui travaille le moins. Nous devons travailler au moins autant que la moyenne des pays européens, d'où ma proposition de 35 heures. Je termine sur ce que je disais tout à l'heure. Les socialistes vont avoir une terrible responsabilité. Ils ont donc affaibli le facteur travail à travers les 35 heures il y a une dizaine d'années, et à travers la loi de finances, ils ont mis un coup d'arrêt terrible à l'investissement. Et donc, les socialistes ne sont pas responsables de la crise, mais ils seront responsables de la récession qui va frapper la France l'année prochaine. C'est leur responsabilité devant les Français. Dit qu'il pense qu'il y aura une très légère hausse de la croissance au 3e trimestre de cette année. L'INSEE prévoit 0. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, ce que je sais, c'est que les États-Unis sont en train de repartir, qu'un certain nombre de pays européens vont mieux, et que dans ce schéma-là et dans ce scénario-là, la France sera, je vous le dis, l'année prochaine, en situation de récession, ou presque. Pourquoi? Parce que la loi de finances qui a été votée, qui est en cours d'adoption à l'Assemblée nationale, est une loi de finances qui massacre l'investissement et qui empêche le financement de l'économie française. En clair, on vient de dire à tous les Français qui investissent dans des PME, dans des start-up, dans l'innovation, dans l'immobilier, on leur dit mais investissez partout ailleurs qu'en France. Les socialistes ont oublié une leçon de l'histoire économique, c'est que l'impôt tue, le taux tue l'impôt, et que à force trop d'impôts tue l'impôt, et qu'à force
d'accroître la pression fiscale, on crée un phénomène clair, c'est qu'au bout d'un certain niveau, eh bien tout simplement, la recette fiscale devient plus faible que ce qu'on en escomptait à travers l'augmentation des taux. On va parler tout de même un tout petit peu de l'UDI dont vous êtes l'un des responsables, l'UDI de Jean-Luc Borloo que vous avez rejoint. Il y a eu un autre aliment très remarqué, celui de la sénatrice Chantal Joanneau, élue à Paris sur une liste UMP. Est-ce que vous comprenez la colère de l'UMP quand elle voit partir ses élus ? Bon, écoutez, quand un centriste va à l'UMP, on n'en fait pas tout un sketch, donc considérons que nous appartenons à la même majorité et que tout ça n'est pas quand même très grave, quoi. Nous appartenions à la même majorité, nous voulons construire la future majorité, donc considérons que un élu peut estimer que sa voix, son expression sur un certain nombre de sujets sera plus entendue chez les centristes qu'au sein de l'UMP. Mais comment vous le prendriez si Henri Plagnol, qui a été élu sur une liste UMP et dont l'élection comme député a été invalidée, se voyait, et qui depuis a rejoint l'UDI, se voyait opposer un adversaire UMP? Écoutez, le principe c'est que dans une coalition, il y a des candidatures émanant de différents partis politiques. C'est aussi simple que ça. Je veux dire, personne ne s'interroge, pour prendre le cas de la majorité actuelle, si telle circonscription est accordée à un Vert, un Front de gauche ou un socialiste. Chez nous... C'est vrai que c'est un exemple d'harmonie. Non mais, chez nous, c'est la même chose. Un certain nombre de circonscriptions sont des circonscriptions où les centristes sont soutenus par l'UMP, comme dans d'autres circonscriptions, l'UMP est soutenu par des centristes. C'est ce qui est à toi est à moi, et ce qui est à toi est à toi. Et ce qui est à moi est à moi. Mais est-ce que c'est un système de fonctionnement viable? Autrement dit, et plus sérieusement, est-ce que l'UDI a un autre moyen de croître qu'aux dépens de l'UMP? Mais vous verrez aux prochaines élections municipales, parce que je pense qu'on sera en mesure de démontrer que grâce à notre expression politique, grâce à notre projet, on est capable de reprendre des villes. Et au municipal... Et vous voyez d'ailleurs qu'à Paris, bien souvent, des élus UMP parisiens estiment que Jean-Luc Borloo, s'il est candidat, serait mieux placé. Il en est où d'ailleurs dans sa réflexion? Rien, vous me demanderez. Et au municipal, justement, est-ce que vous voyez des accords partout, des accords locaux avec l'UMP? Comment ça doit se passer? Écoutez, c'est assez simple. Des élections municipales, sont d'abord des élections locales. Donc, ce sont des élections dans lesquelles les personnalités sont d'abord l'élément essentiel. Ensuite, bien entendu, autant que possible, si on peut avoir des accords, il faut en avoir. Parce que vous savez, reconstruire des listes entre les deux tours, quand vous avez été l'un contre l'autre au premier tour, c'est difficile. Et après, il faut choisir le meilleur, en faisant en sorte pour nous que nous soyons en mesure de reprendre des villes comme Caen, comme Rouen, comme Paris, comme Toulouse, aux socialistes, et où, me semble-t-il, les centristes sont mieux placés que l'UMP. Donc, même principe, vous allez demander à l'UMP de respecter vos sortants et d'être derrière vos sortants, mais en revanche, vous ne vous interdisez pas de présenter un candidat contre un sortant UMP. Je vous ai cité des villes dans lesquelles, pour l'instant, les villes sont détenues par des socialistes. Et éventuellement, quand elles seraient détenues par un UMP... Quand il y a un UMP sortant, la logique, c'est a priori de le soutenir, sauf défaut de gestion absolument majeur qui imposerait de proposer une alternative. Mais moi, à mon sens, l'équipe sortante, elle doit d'abord être soutenue. Hervé Morin, merci. Merci. Et à bientôt.